dans les bassins versants et dans l'économie. Elle est dans l'économie circulaire. Et c'est pour cela que depuis maintenant une dizaine d'années, on s'intéresse énormément à tous ces enjeux d'économie circulaire, d'accompagner les entreprises sur la transition plastique, comment on essaie d'améliorer cet aspect de notre économie qui cause beaucoup de problèmes. Et je terminerai pour ajouter que cette fondation a été créée par Agnès B, qui est très versée dans l'art et dans les artistes. Et donc, à bord de Tara, depuis le début du projet, il y a des artistes qui se succèdent. Tous les 2 mois, il y a un artiste qui reste en résidence 1 mois avec les chercheurs en mer et qui essaie de trouver d'autres moyens de faire comprendre, de faire évoluer les consciences et de faire aussi penser à de nouvelles utopies et à créer de l'envie, en tout cas auprès du public qui n'est pas forcément adepte de la recherche des données ou des sujets écologiques parfois un peu lourds à comprendre et à accumuler. Merci beaucoup. Merci Romain, très éclairant. Et effectivement, tu l'as souligné, la collaboration avec le monde scientifique et les nombreux labos avec lesquels vous collaborez, c'est assez emblématique. Et bien entendu, c'est essentiel de rappeler les autres pollutions de la mer. Il n'y a pas que le plastique, le nanoplastique qui gangrène la mer. Voilà. Et puis sur l'art, je n'en dis pas plus. Béatrice vous annoncera à la fin la thématique de notre prochain réveil climat. Alors, nous remontons de la mer vers les fleuves pour ce grand voyage du webinaire de ce matin et nous rejoignons Marie-Cécile Grisard donc, pour parler des fleuves. Donc, directrice de l'IAGF, l'initiative pour l'avenir des grands fleuves. Il se passe aussi des choses du côté des fleuves et des actions qui vont avec. Marie-Cécile, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et merci à Benoît, Sandrine et Béatrice pour cette invitation et ravie de prendre la parole après Sabine et Romain qui sont des partenaires de longue date de notre association. Donc nous, on est une association loi 1901. Sabine parlait tout à l'heure de réveil tardif sur l'océan au moment de la COP 21 où enfin on a lié les questions climat et océanique et je dirais que le réveil est presque pas encore fait pour les fleuves. Et c'est en ça que l'association a été créée en 2015, au moment de cette COP 21. C'était pour vraiment porter cette voix des fleuves, les représenter, parce qu'on estime qu'ils sont encore assez mal connus et trop ignorés dans les négociations, tant au niveau national et international, sur tous ces enjeux transverses que sont l'eau, le climat, la santé ou la biodiversité. Donc l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves est née de ce constat, avec deux fondateurs, Éric Orsena et CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui gère le fleuve Rhône sur sa partie française, avec cette idée de faire lien entre fleuves du monde, de créer un espace d'échange et de dialogue entre eux pour partager les pratiques, partager les expertises. Donc, on a une approche internationale, mais aussi pluridisciplinaire, parce qu'on tient beaucoup aussi à parler des fleuves dans tout ce qu'ils apportent au territoire, dans tous leurs usages, avec toutes leurs parties prenantes. Donc, on a des experts de différentes disciplines et du monde entier. Donc, bien évidemment, nous aussi, on est sur des questions de plaidoyer, sur des questions d'accompagnement aux solutions auprès des acteurs, qui soient économiques ou politiques, mais aussi de sensibilisation. Donc, je vous demande de passer à la slide suivante parce que je pense que tout d'abord, il est important de redonner quelques contextes chiffrés sur la ressource en eau douce parce qu'on a beaucoup parlé océan, mais voilà, on parle de plus en plus de ce terme d'hydrosphère qui lie ensemble les eaux salées, les eaux douces, souterraines ou superficielles. Et en fait, on se rend compte que l'eau qui est facilement disponible pour nos besoins, finalement, elle est minime. C'est 0,7% de ce grand ensemble de l'eau sur le globe. Et cette part minime de 0,7% qui en soi est suffisante, le problème c'est que elle est de plus en plus inégalement répartie de par le monde et il y a une tension de plus en plus forte puisque population mondiale croissant, il y a des besoins en plus en termes de consommation d'eau. On estime à une augmentation par 6
baisse de la consommation d'eau entre 1900 et 2010. Et puis, voilà, tous les secteurs demandent de plus en plus d'eau pour assurer le développement économique, notamment l'agriculture. L'agriculture dans le monde, il faut le savoir, c'est 70% des prélèvements en eau douce de la planète. Donc finalement, les fleuves sont à l'interaction de tous ces besoins. C'est le reflet un petit peu de tous nos défis, parce que prélèvement pour l'agriculture dit sécurité alimentaire. Il y a aussi les besoins pour l'énergie, l'industrie, la mobilité, mais aussi il faut réserver de l'eau pour l'environnement pour préserver ces écosystèmes fluviaux. Donc il y a des pressions de plus en plus fortes. Il y a un autre chiffre, je vais essayer de ne pas vous matraquer de chiffres, mais il y a quand même quelques chiffres clés à avoir en tête. On estime que d'ici 2050, il y a 40% de la population mondiale qui sera confrontée à des pénuries d'eau. Il ne faut pas penser que ça concerne uniquement des pays lointains. On le voit en France sur certains de nos bassins, comme celui de Rhône-Méditerranée-Corse ou d'Adour-Garonne. On est déjà dans des manques d'eau à l'échelle des bassins français. Et si on passe à la slide suivante, on voit en fait qu'aujourd'hui, il y a une perturbation en fait de ce grand cycle de l'eau qui génère de nombreux dérèglements. On a parlé de la fonte des glaces, du montée du niveau des mers et des océans, mais aussi on a une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, tant dans leur fréquence que dans leur intensité. Et tout cela a des conséquences sur les fleuves, bien sûr, déjà avec des débits moindres, des écosystèmes fragilisés aussi par les pollutions en plus des prélèvements, et puis des conséquences pour nous, nos sociétés, tant économiques que sociales. Pour rappel, il y avait eu des grandes inondations dans la vallée de la Vésubie et de la Roya dans les Alpes-Maritimes en octobre 2020. C'est 1 milliard d'euros de dégâts qui a été estimé. Et tout récemment en Australie, qui est vraiment laboratoire des avancées des dérèglements climatiques, après des années de sécheresse durable sur le bassin du Murray-Darling, ils ont subi là tout récemment en début d'année des inondations. Donc on est bien sur cette accélération des phénomènes météorologiques extrêmes, et on estime que ces inondations ont créé 2 milliards d'euros de dégâts, et on commence à se poser des questions de crise d'assurabilité en Australie, parce que voilà, de plus en plus les primes d'assurance augmentent dans les zones à risque. Donc ça, c'est une des conséquences, bien évidemment des conséquences donc sur le PIB, mais aussi en termes de population, avec ces questions de réfugiés climatiques qui vont devenir de plus en plus prégnants de par le monde, mais aussi de conflits. On voit les conflits autour de l'eau se multiplier de par le monde. Donc il y a vraiment une question géopolitique autour de la question des ressources en eau. Et si on fait le lien entre fleuves et océans, je vais vous demander de passer à la slide suivante, on va s'intéresser aux deltas. Ces deltas, en fait, nous, à IAGF, on les étudie beaucoup, on s'y intéresse beaucoup, parce que pour nous, ce sont vraiment ces zones de transition qui sont essentielles dans le monde. C'est 500 millions de personnes qui habitent dans des deltas, c'est depuis la nuit des temps des terres nourricières. Et en fait, ils sont aujourd'hui vraiment représentatifs de tous ces enjeux, de toutes ces vulnérabilités. Ils sont déjà des milieux naturellement fragiles, de transition entre l'eau douce et l'eau salée. Et maintenant, mais ils sont encore plus en tenaille avec les risques venus de la mer, comme la montée du niveau des océans, mais aussi les risques venus de l'amont, avec des sédiments qui sont de plus en plus retenus par des barrages amont, qui fait qu'il y ait la bonne circulation de l'eau de manière naturelle, des érosions des berges avec de plus en plus de prélèvements, d'urbanisation ou de pompage de sable dans les fonds des fleuves, qui font qu'aujourd'hui, ces deltas, ce sont de véritables laboratoires nécessaires de l'adaptation au changement climatique, qui commencent à le devenir. On développe, par exemple, des espèces de riz plus résistantes au sel. Il y a une forte résilience des populations qui, déjà, on le voit dans le delta du Bangladesh, se déplacent en fonction des inondations. Mais c'est vraiment, je pense, pour nous, un exemple dans nos sociétés occidentales à suivre de résilience vis-à-vis du dérèglement climatique. Donc, ceci étant posé,
il y a les constats, il y a les alertes, mais il faut des solutions, hein, comme on partage tous autour de cette table. Donc, si on passe à la slide suivante, on voit ce que fait aujourd'hui IAGF. Alors, comme la Fondation Tara, comme la Fondation de la Mer, nous, on est aussi beaucoup dans la notion d'ouverture et de travail en commun, parce que comme vous l'aurez compris, les fleuves sont membres d'un tout, d'un vaste écosystème, et il nous semble intéressant, nous, de travailler aussi en fonction de toutes ces interactions entre terre, fleuve et océan. Et donc, comme vous le voyez, on a plusieurs initiatives. Je mettrai en avant l'initiative Le Fleuve sans plastique, puisqu'on parlait de la pollution plastique tout à l'heure. Donc, c'est une initiative qu'on a développée avec la Fondation Tara Océan et CNR pour tenter de lutter à la source des pollutions plastiques en adressant les maires, les élus locaux. Aujourd'hui, ils sont plus de 170 maires à nous avoir rejoints de différentes villes françaises, avec l'idée, à travers une charte qu'ils signent, de s'engager sur 15 mesures pour lutter à l'échelle de leur territoire contre la pollution plastique. On a aussi, dans le domaine de la science et de la connaissance, un autre partenariat avec l'observatoire Vigilife, et là on utilise la technologie de l'ADN environnemental pour mieux comprendre et suivre la biodiversité sur les fleuves, toujours dans une volonté d'échange de savoir entre fleuves du monde entier, mais aussi de transfert de capacités. Et puis je finirai cette présentation avec une mobilisation qu'on va lancer lundi prochain, Living with Rivers, qui est pour nous l'occasion de s'adresser plus au grand public, être moins vis-à-vis des décideurs, acteurs économiques ou acteurs politiques, mais vraiment de faire comprendre et d'émouvoir. Donc, il y aura là aussi un rôle important à porter aux sensibles, à l'artistique dans cette mobilisation qui, pour cette première édition, fera dialoguer le Rhône, le Saint-Laurent et le Sénégal. Et je vous invite tous à la suivre à partir de lundi prochain. Voilà, votre dispo pour toutes les questions. J'ai coupé mon micro, excusez-moi. Merci infiniment, Marie-Cécile. Et on va finir voilà, en remontant toujours ce voyage avec l'eau. Avec Serge Martineau, là, on va aller plutôt dans le monde de la montagne, puisque Serge, tu es président de la Fondation Eau, Neige et Glace. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces autres aspects de l'eau qui sont tout aussi importants? Bien sûr, bonjour à tous. Slide suivante tout de suite. Merci donc à Sandrine et à Béatrice de m'accueillir et d'accueillir donc la Fondation Eau, Neige et Glace, que vous ne connaissez pas parce qu'on est une petite fondation, mais sur un énorme sujet. Donc cette fondation a été créée sur une initiative personnelle il y a une douzaine d'années à Annecy. Et donc, je me suis entouré de pas mal de champions et de championnes sportives qui étaient très engagés pour préserver leur environnement. Et puis de glaciologues aussi, comme Charles Dubouloz ou comme Luc Moreau ou Heidi Sevestre, que vous devez bien connaître. Et donc, notre mission, elle a évolué parce qu'au début, c'était effectivement de protéger cet environnement magnifique des montagnes et en particulier des glaciers et des neiges. Et puis, petit à petit, avec justement le changement climatique, et puis la montée des pollutions et de la consommation, notre mission s'est tournée plus vers le côté de restituer à la nature une eau la plus pure possible, comme savent le faire naturellement le reste des êtres vivants, grâce aux écosystèmes qui gèrent leurs propres impacts. Donc, il n'y a que les hommes qui savent ne pas gérer leurs impacts. Et donc, là, on a beaucoup de travail à faire pour réintégrer notre place durablement dans les montagnes, depuis des montagnes aux vallées et jusqu'à l'océan. Et donc, la Fondation, elle aide financièrement l'apport de connaissances en amont vers les scientifiques, par des bourses ou des aides de matériel, et puis en aval vers les associations pédagogiques comme la Water Family, que vous devez connaître aussi, dont on a fait venir une antenne dans les Alpes grâce à la Fondation. L'engagement des sportifs de haut niveau aussi pour la préservation de leur environnement est très sincère et très fort, parce que c'est leur terrain de jeu. Et leurs témoignages sont très écoutés par les jeunes, donc c'est très important de les avoir parmi nous. Et nous avons aussi, prenons aussi à cœur des réseaux de flux d'informations pour aider la population à trouver des solutions efficaces et des solutions locales surtout.
pour chaque niveau d'engagement et entraîner l'engagement des gens. Slide suivante. Donc les glaciers, dans les montagnes, nous sommes témoins de deux rôles primordiaux de l'eau. Nous étudions à la fois la façon dont l'eau sous forme de glacier régule le climat grâce à notre station météo autonome et en open source au cœur du massif du Mont Blanc. Nous observons la formation et les mouvements glaciaires, mais aussi les pertes volumétriques provoquées par l'accélération du cycle du carbone dans l'atmosphère. Jean-Baptiste Bosson, qui est aussi un autre glaciologue français, et son équipe internationale ont construit et analysé des modèles de prévision. Et si nous ne changeons pas de trajectoire de transition, donc notre vitesse de transition, il conclut que la disparition des glaciers alpins s'effectuera avant la fin du siècle. Et donc ce manque de glace nous privera d'un facteur essentiel de la régulation du climat européen, et donc aussi de son économie basée sur des apports d'eau constants, comme il vient d'être dit tout à l'heure, tout au long de l'année dans les grands fleuves qui prennent leur source dans les Alpes, donc le Rhône, le Rhin, le Pô, le Danube. Le deuxième rôle de l'eau, grâce à sa capacité de changer d'état, est la réparation des impacts du vivant par sa purification et puis une nouvelle distribution sous forme de pluie et de neige. Le vivant sur Terre en a toujours bénéficié, mais là aussi, la dérégulation nous guette. Slide suivante. Un phénomène récent nous préoccupe particulièrement, et on vient d'en parler dans toutes les interventions, mais maintenant, on commence à retrouver des particules de microplastique jusqu'au sommet hautement symbolique du Mont Blanc, donc le symbole de la pureté, en tout cas pour les Européens. Et donc, c'est une preuve que le grand cycle de l'eau est maintenant souillé de partout. Alors, même si c'est des petites particules, ça commence à être grave dans la mesure où c'est le rôle purificateur du cycle de l'eau qui est souillé. Nous coordonnons donc des recherches qui révèlent la présence de ces microplastiques. Et les résidus plastiques laissés dans la nature et ceux qui contaminent les océans se dégradent en microparticules si légères qu'elles accompagnent l'évaporation de l'eau dans sa phase de purification, sans pour autant disparaître, puis retombent sous forme de pluie ou de neige sur tous nos territoires. Ce nouvel apport d'eau, même peu contaminé, est réingéré par les cycles du vivant, les plantes, les animaux et donc les êtres humains aussi, avec des conséquences encore difficiles à cerner, mais que l'on perçoit comme déjà dangereuses. D'où la nécessité urgente de casser un blocage mental de nos sociétés sur le devenir de l'eau qu'on utilise. Nous restons les seuls responsables de ce que nous restituons à la nature. Il nous faut diminuer l'apport de micropolluants dans l'eau, en particulier ceux de la pétrochimie, donc les plastiques, les carburants fossiles, les produits phytosanitaires et bien d'autres que nous utilisons ou faisons utiliser par d'autres. Et dernière slide. Donc, heureusement, à Annecy, nous observons de bons signes. Si on parvient à donner envie et de considérer la qualité de l'eau restituée après nos usages, alors nous aurons réappris à protéger consciemment l'eau vitale pour nous et pour notre environnement, et nos actes seront alors bienfaisants et durables. En plus, bien naturellement, il en découlera une meilleure gestion de sa quantité, de sa répartition et de nos impacts directs et indirects sur l'océan. Donc, nous privilégions vraiment des recherches sur la qualité de cette eau restituée par rapport à la quantité qui est on va dire le courant mainstream. Tout le monde s'occupe de la quantité d'eau, de faire des économies d'eau, c'est très bien. Mais si, en plus de ça, on s'occupe de la qualité de ce qu'on restitue, à ce moment-là, naturellement, on fera attention à ce qu'on consomme. Merci Serge, effectivement. Et donc, pour opérer cette révolution, notre meilleur instrument de réussite, c'est incontestablement l'eau. Il s'agit d'une ressource que tous les êtres humains utilisent et nous sommes donc possiblement tous des experts. Je vous remercie. Merci Serge. On est tous des experts, en tout cas, sans être experts, on comprend l'importance de la pureté de l'eau. Il faut effectivement parler autant de la qualité que de la quantité. Cela va de soi. Alors, on enchaîne tout de suite. Désolée pour le timing qui file, hein, mais on essaye d'être ponctuel
Pour la séquence questions-réponses, alors sur le fil, sur le chat, vous avez eu plein de liens qui vous envoient sur le fleuve sans plastique, qui vous envoie proposé par Marie-Cécile, et puis aussi le rapport de la Fondation de la mer sur les grands fonds marins. Une remarque, bien entendu, il faut aussi bouger, pas seulement les entreprises, mais les collectivités. Donc, quand on arrive à mobiliser les maires, c'est absolument remarquable. Une question est posée sur la notion de pénurie d'eau. Est-ce que ça veut dire à terme des zones de désert toute l'année ou plutôt des périodes de pénurie comme on les connaît en ce moment en France? Qui veut répondre à cette question? Question posée par Sophie Jalabert. Je peux apporter quelques éléments de réponse, Marie-Cécile, pour ce qui concerne les ressources en eau douce. En fait, c'est plus effectivement sous des périodes dans la plupart des pays où on va avoir, comme je le disais tout à l'heure, ces phénomènes extrêmes qui vont s'intensifier. Donc, on va malheureusement, et c'est en ça que c'est encore plus complexe à résoudre, dans des successions de trop d'eau ou de manque d'eau. Donc, c'est ça qu'il va falloir arriver à gérer, avec sûrement reposer la question cruciale pour les eaux superficielles du stockage de cette eau. On sait aujourd'hui les débats qui sont très, très crispés sur les retenues collinaires ou les bassines en France, mais il va falloir effectivement poser ces questions de comment mieux stocker l'eau, notamment dans les nappes phréatiques, pour qu'elle soit utilisée de manière plus lisse sur des périodes plus longues. Voilà. Mais effectivement, dans d'autres pays, notamment la région subsaharienne, là, pour le coup, on est vraiment dans des zones qui deviennent sans eau, d'où ces questions de réfugiés climatiques, de personnes qui vont devoir notamment fuir les parties rurales et aller dans les villes, ce qui va renforcer encore les concentrations humaines et amener d'autres problèmes. Merci beaucoup Marie-Cécile. Nous avions une question tout à l'heure pour la Fondation Tara sur effectivement l'hébergement d'artistes, et je crois que Romain a répondu dans le chat, et tu l'as redit aussi à un moment donné à l'oral, avec cette culture de l'art qu'on a avec Agnès B. Et du coup, une question qui arrive de Anne Giraud: quelles actions spécifiques en Méditerranée dans vos fondations est prévues? Est-ce que, je ne sais pas qui veut peut-être prendre la parole, entre Sabine, Romain, je ne sais pas. Bon, je vais dire deux mots. Nous, on a plusieurs types de... En fait, on déploie l'ensemble des programmes que j'ai décrits tout à l'heure en Méditerranée, comme on le fait ailleurs, avec évidemment une attention très particulière en Méditerranée sur la biodiversité, parce qu'elle est particulièrement menacée. On a des programmes sur le corail rouge, sur la gorgone, sur le diable de mer, comme je l'ai dit, mais également sur les posidonies. Vous savez, c'est ces herbes qui poussent au fond de la Méditerranée et qui ont été extrêmement dévastées, notamment par les mouillages sauvages en proximité du littoral. On a également une trentaine d'associations avec lesquelles on travaille sur tout le littoral de la Méditerranée pour lutter contre toutes sortes de pollutions. On a également des programmes avec des éco-aventuriers, c'est des jeunes qui mènent des aventures tout en sensibilisant les citoyens qu'ils rencontrent sur leur chemin aux enjeux de la protection de l'océan. Donc, on déploie au fond l'ensemble des programmes qui sont construits nationalement sur le littoral de la Méditerranée, à la fois en mer et sur le littoral. Ok. Merci. Je ne vois pas d'autres là. À la question des eaux mortes, on expliquait que c'était une eau sans biodiversité. Hein. C'est ce qui était expliqué. Ouais, les eaux mortes, on en a mesuré pas mal avec Tara. C'est des zones où on est entre la surface et 800 mètres de profondeur. Il n'y a pas une seule mole d'oxygène. Il n'y a pas une seule particule d'oxygène. Donc forcément, quand on regarde la biodiversité dans ces zones-là, on n'observe que des bactéries anaérobies qui fonctionnent sur l'oxygène. Il n'y a aucun poisson, il n'y a aucun plancton même. Zooplancton ou microalgues qui évoluent dans ces zones-là. Donc c'est ces zones qui s'expansent depuis une trentaine d'années, hein, et c'est souvent des zones qu'on trouve au milieu des gyres, des grands tourbillons océaniques. C'est là aussi on trouve du plastique qui s'accumule de temps en temps. Donc c'est double peine pour cette zone-là. Et pour revenir sur la Méditerranée, la Fondation, on est cofondateur d'une autre association avec Monaco et Surfrider qui s'appelle BIMED, Beyond Plastic Med, qui succédait à une grande mission de Tara d'un an en Méditerranée, qui a publié d'ailleurs récemment
zones d'accumulation de plastique en Méditerranée très particulières et qui finance des initiatives, qui finance chaque année une vingtaine, depuis 5 ans, une vingtaine d'ONG, mais pas que des ONG, il y a aussi des collectivités en Méditerranée qui s'engagent sur ces enjeux d'éducation, de nettoyage, de recherche sur les enjeux plastiques sur leur littoral, y compris dans les hôtels, etc. Donc c'est très, très spécifique à la Méditerranée. Et puis, c'est une association qui est hébergée à Monaco. Si tu Et peux que je préside aussi. Ah, super, vous êtes très actif. Si tu peux nous mettre le lien éventuellement dans le Ouais. chat, c'est intéressant. C'est vraiment un espace pour donner de la visibilité à tous vos projets. C'est ça aussi qui est intéressant avec ce réveil climat. Moi, j'ai 2 questions. Moi, je sais ce que c'est, mais j'aimerais bien que les experts le disent. Qu'est-ce que c'est que l'eau verte? Qu'est-ce que c'est que l'eau bleue? Qui veut prendre la main? Pour moi, c'est l'eau. Hein. Il n'y a pas d'eau verte et d'eau bleue. L'eau verte, c'est l'eau dans les sols, voilà, qui est souvent invisible et qui n'est pas prise en considération alors qu'elle est si importante, puisque c'est aussi l'irrigation, toutes les ressources en eau, notamment pour les végétaux, les forêts, tous les espaces où pousse la nature. Et j'ai une dernière question. J'ai vu qu'il y avait en avril, à Koror, sur l'île de Palau, il y a eu une grande manifestation qui s'appelle Our Ocean 2022, assez internationale, organisée par la République des Palau et les États-Unis. Est-ce que des acteurs comme nous, on est présents sur ces grandes initiatives à l'international? Alors, en général, oui, on y est, sauf que Palau, franchement, c'était trop loin, impossible de joindre, impact CO2 majeur pour y aller. Donc, Oui. beaucoup d'organisations internationales ont fait l'impasse. Il y a eu Brest, en France, Oui. au mois de février dernier, qui a été organisé, où il y avait bien plus de monde qu'à Palau, par exemple. Oui, c'est vrai que c'était une grosse manifestation. Et c'est Mais vrai à qu'on Ocean, c'est Pardon, Ocean, Romain. c'était une initiative Ocean est une initiative de John Kerry du temps de Barack Obama. C'était la 6e, 5e fois que ça se présentait. Ouais. Donc, c'est un des rendez-vous annuels, oui, en général, où les gens vont. Oui. OK. Tu voulais ajouter Juste pour compléter, effectivement, Palau, beaucoup trop loin pour voyager. Il y a eu aussi un événement en Polynésie, en France, Polynésie française, il y a quelques semaines, avec 200 acteurs sur le climat et l'océan. Mais je pense que la plupart d'entre nous, je pense Romain et sans doute Eric, seront à Lisbonne fin juin, parce qu'il y a la grande conférence sur l'océan organisée par les Nations Unies. Là, c'est moins loin et on sera assez nombreux à organiser des événements, à participer à des tables rondes internationales pour justement prendre en compte le fait qu'il n'y a pas de frontières en mer et qu'il faut vraiment agir avec nos voisins et avec tous ceux de bonne volonté, que ce soit des entreprises, des ONG, les citoyens et les États pour un océan en bonne santé. Je suis bien d'accord avec ça. Et une petite remarque du coup peut-être en conclusion, parce que je crois qu'on a traité toutes les questions et vous avez plein de ressources et de liens et merci pour tous ceux qui les mettent dans le chat. Sandrine, éventuellement, j'ai vu une remarque dans le chat qui m'interpelle. Vos constats sont assez effrayants. Et moi, je voudrais revenir là-dessus parce que c'est vrai que souvent, ce qu'on retient, c'est tout ce qui va mal. C'est une partie importante, mais pas que. Et je pense qu'en particulier, quand on parle d'éducation, ce qui me semble important, c'est d'arriver à se projeter positivement vers l'avenir. Et là, on a tous un rôle de parents, d'éducateurs, de présidents de fondations. Certes, on a des défis, on voit que certains aspects de notre environnement, on les abîme, mais voilà, tout n'est pas noir. Et je pense que de réfléchir, il y a souvent un peu un discours un peu catastrophiste, effrayant, rapporté par les médias, les réseaux sociaux. Il faut faire attention de ne pas se faire embarquer là-dedans. Il y a beaucoup d'éco-anxiété chez nos jeunes qui n'est pas forcément reliée à de la réalité. Donc voilà, pour finir, je pense qu'on a un rôle, et ce n'est pas facile, de se projeter vers, pour moi c'est une opportunité extraordinaire, ces défis face auxquels on est, pour se projeter vers quelque chose de neuf. On est face à une transition majeure, c'est l'occasion de réfléchir à notre projet collectif. Donc moi je pense que c'est très enthousiasmant et les narratifs, la façon dont on raconte ça et fait partie de la solution et fait partie de la façon, mais il faut placer le débat au bon niveau. Voilà, je voulais réagir à ça pour ne pas laisser... Tu as raison, Eric. Et je crois que le meilleur exemple de ça, c'est la résilience de l'océan. Vous lâchez la pression sur une zone d'océan. En 3-4 ans, tout redevient comme si c'était un passé. C'est ça qui est le message positif de cette matinée.
Et moi, j'ai un autre message positif à partager avec vous tous, c'est qu'il existe des COP climat, il existe des COP biodiversité, il existe des COP désertification, mais il n'existe pas de COP sur l'eau. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est qu'on vous écoute, les initiatives sont nombreuses, l'approche multipartenariale, elle est évidente et démontrée, et surtout, on se rend compte aussi qu'il y a une multitude d'actes de grands rendez-vous des experts. On parle de Lisbonne dans quelques temps, on a cité Palau, voilà. Régulièrement, il y a aussi des grandes manifestations sur l'eau et c'est peut-être là-dessus qu'il faut rester. Merci infiniment. Je vois qu'il est déjà 9h31. J'ai Béatrice qui va m'appeler Arthur parce qu'elle doit nous parler des prochains rendez-vous. Merci infiniment à tous ceux qui sont intervenus ce matin, nos experts et nos fondations. Béatrice, c'est à toi. Pardonnez-moi, j'avais pas mon micro. Donc, le plus important, c'est que nous sommes invités donc pour le prochain Réveil Climat par la Fondation Groupe EDF. Donc, notez bien l'adresse, 6 rue Juliette Récamier dans le 7e, sur le thème Art et Climat. Donc, vous avez fait écho, en tout cas, au moins 2 d'entre vous. Donc, vous pouvez bien sûr inviter vos partenaires sur le sujet. Et en plus, nous aurons, donc ça sera en présentiel avec un petit déjeuner et nous aurons droit également à une visite spéciale de leur exposition sur faut-il voyager pour être heureux? Entre parenthèses, faut-il voyager responsable? Et illustré par des artistes contemporains. Et le rendez-vous suivant, ça sera le 15 septembre en ligne de 10h30 à 12h pour vous présenter le tout nouveau guide pratique sur finance et climat qui s'adresse enfin à toutes les fondations pour pouvoir intégrer ces critères-là dans la partie financière également et aussi pour faire de la pédagogie auprès de ceux qui ne connaissent pas. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Rendez-vous le 7 juillet. Et merci Au tout revoir. spécialement à nos intervenants qui ont été formidables et qui, eux, ont tenu leur timing. Un grand merci. À Merci. bientôt. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Merci.